Donc là, on se déplace beaucoup plus près, puisque l'exploratrice suivante, le professeur Karine Clément, que vous connaissez tous, est voisine de cet amphithéâtre. Elle travaille à quelques dizaines de mètres, son laboratoire se situe. Elle dirige aussi l'ICAN, un IHU qui a été récemment primé, vous savez, dans le grand emprunt, consacré à la nutrition. Et donc, elle est au cœur de cette question, à la fois sur le plan de la recherche, sur le plan de la clinique. Elle va vous parler de ce qui est un peu au front des hypothèses aujourd'hui avancées pour expliquer peut-être l'effet de la chirurgie, qui est le microbiote. Merci beaucoup. Donc, merci beaucoup. Je suis très honorée de cette invitation à cette séance commune des académies. Et effectivement, je vais parler de la situation du microbiote et comment on peut mettre ces changements potentiels du microbiote dans l'amélioration observée après chirurgie bariatrique. Alors, la moitié de mes diapositives sont en français, la première partie, et puis l'autre, les données résultats scientifiques seront en anglais, mais je parlerai en français. Donc, le microbiote intestinal, juste quelques données, c'est 100 000 milliards de bactéries pour chaque individu. En fait, ce sont des centaines d'espèces différentes. Et ce qu'on sait, c'est que, et c'est ce qui a beaucoup changé le domaine actuellement, c'est que 30% seulement de ces bactéries sont cultivables. Donc en fait, ce qui a changé ces dernières années, c'est le fait qu'on est capable d'y accéder. Comment ? Par le séquençage. C'est-à-dire, en clair, vous accédez à des échantillons fécaux de patients et vous faites du séquençage haut débit pour pouvoir déterminer les espèces bactériennes. Et derrière, il y a beaucoup de traitements informatiques en fait, des données. Il y a ce qu'on apprend, en fait, et on apprend ça au début des études de médecine, c'est qu'il y a une grande stabilité de la flore résidente bactérienne. Et l'autre point également, c'est qu'il y a une activité métabolique qui est extrêmement importante. C'est un véritable organe dans notre organisme, et l'activité aussi importante que celle du foie. Alors évidemment, je vais aller très très vite, mais juste pour resituer la question, c'est que le microbiote intestinal, c'est bien sûr un organe à préserver. Il est absolument essentiel parce qu'il permet en fait finalement d'abord de détoxiquer des composés potentiellement nocifs et de jouer un rôle de fermentation. En fait, l'équipement que nous avons des bactéries nous permet de digérer certains composés, notamment certains glucides que nous n'avons pas, dont nous n'avons pas les enzymes permettant de les digérer. Donc l'autre point, bien sûr, c'est l'effet barrière protecteur, ça c'est bien connu. Et l'autre élément important à retenir, parce que c'est ce qui est discuté beaucoup actuellement dans la communauté scientifique, c'est cette interaction entre le microbiote et notre système immunitaire. Et probablement, certains des effets, et le bypass finalement est un modèle pour également accéder à cette question. Pourquoi ? Puisque après la chirurgie de l'obésité, vous avez des améliorations de l'inflammation et des changements probablement de phénotype de cellules immunitaires. Là aussi, très vite, donc en fait, il y a énormément de bactéries intestinales. Simplement, il y a 3 phyla bactériens majeurs: les Bacteroidetes, les Firmicutes et les Adienobactéries. Et au sein de chacun de ces grands phyla, il y a des composés. Ce qui a été déterminé ces dernières années, c'est que les grands équilibres en fait, de ces phyla pouvaient être modifiés dans les maladies métaboliques, et vous allez le voir en fait, après la chirurgie. Alors évidemment, ces approches, et en particulier les approches de séquençage haut débit, sont très très étudiées en fait, et il y a eu des explosions, vous avez vu, je suis sûre, dans des journaux type Nature ou Science, de données sur la flore, sur la connaissance de notre autre génome, donc en fait de ces bactéries. Alors c'est quoi cet autre génome ? C'est 3 millions de gènes bactériens qui ont été identifiés. C'est 150 fois le génome humain. Et en fait, vous allez voir dans quelques mois sortir des articles vous disant que c'est bien plus que ça. En fait, c'est 8 millions de gènes. Il y a également, quand on regarde à l'échelle populationnelle, en fait, des gènes, effectivement, dans les gènes dominants, il y a globalement un recouvrement, en fait, des populations bactérielles. Ce que vous avez, c'est par ordre de grandeur, vous avez notre génome ici, 20 000 gènes, et le métagénome, donc en fait, qui est vraiment l'étude du microbiome, l'étude de la flore intestinale. Si vous regardez à l'échelle de population, c'est qu'environ 80%, il y a 80% de recouvrement des gènes dominants quand on regarde des populations européennes, aux États-Unis et également au Japon. Autre point important, c'est que, alors là aussi, on apprend ça quand on fait au début de ces études de médecine, on apprend qu'à partir de l'âge de 2 ans, on a notre carte d'identité propre de ces profils bactériens. Et qu'on sait bien, quand vous prenez des antibiotiques, il y a une destruction de la flore et qu'à peu près on récupère en fait, cette flore au bout de 1 ou 2 mois après la prise d'antibiotiques. Simplement, ce que nous avons en commun, c'est qu'en réalité, nous partageons des gènes et des fonctions
en fait, de ces bactéries. Donc, ce qui a été montré dans ces grandes études, et on doit à ce consortium européen, avec vraiment, enfin, on peut dire que la France est un des pays leaders dans le domaine, et en particulier par les équipes de l'INRA, qui travaillent énormément, en fait, dans ce domaine, c'est que vous voyez que nous partageons environ 500 000 gènes des 3 millions de gènes bactériens. Nous partageons des gènes et également des fonctions. Alors nous sommes assez similaires, mais bien évidemment pas identiques en fait sur ce partage de gènes. Les autres éléments qui ont été identifiés, et ça c'est aussi important dans les discussions des effets et des associations potentiellement avec la santé, c'est qu'il y a également des modifications dans ce qu'on appelle les distributions en fait de ces grands groupes bactériens, ce qu'ont appelé ces chercheurs qui travaillent sur la séquence des gènes, donc les entérotypes. En réalité, les individus qui ont été étudiés se partagent en 3 grands groupes, 3 grands entérotypes qui sont caractérisés par un enrichissement en fait, de certaines espèces dominantes, comme les Bacteroides, Prevotella ou Ruminococcus. Dernier point, l'effet de l'alimentation. Et donc, ce qui a été montré dans cet article de Science publié l'année dernière, c'est que si on regarde les consommations alimentaires de population, si vous consommez en fait une alimentation plutôt orientée vers les protéines et les graisses animales, ça va favoriser un entérotype un groupe qui est celui des Bacteroides. En revanche, si vous consommez par exemple plus de glucides, donc en fait ce qu'ils ont appelé finalement les profils alimentaires long terme, vous allez consommer plus de Prevotella. Dans cette étude, ce qui était montré, c'est qu'en revanche un changement très court terme en fait de ces apports alimentaires n'était pas associé à des modifications de ces bactéries. Et en fait, c'est ce qui fait dire actuellement qu'au fond, est-ce qu'on pourrait, avec la connaissance finalement des grands profils bactériens, accéder un petit peu au profil alimentaire des individus et peut-être avoir des stratégies un peu personnalisées, en fait, peut-être pour modifier les grands équilibres. C'est ce qui est actuellement discuté. Dernier point, sur la présentation générale, c'est le problème de la diversité. Quand on regarde, en fait, de façon très très large, cette distribution des gènes bactériens, on s'aperçoit que finalement, nous nous distribuons en finalement différents types de profils. Finalement, il y a des personnes qui ont moins de gènes que d'autres. Et c'est particulièrement vrai chez les sujets obèses, en fait, de 2 études parallèles que nous avons menées. D'une part, cette étude européenne métaïte des sujets danois. Vous voyez que si on regarde, il y a une dichotomie dans la distribution des gènes, et on retrouve un peu cette dichotomie chez les sujets obèses français. Et finalement, on peut se dire, il y a des personnes qui ont un phénotype un peu atrophié, qui auraient finalement moins de gènes. La question qui se pose, c'est est-ce que ça correspond à quelque chose en termes de phénotype ? Et on s'est aperçu qu'en effet, si on regardait les données, en fait, on comparait les personnes qui avaient plutôt ce phénotype atrophié et celui qui n'avait pas ce phénotype atrophié, chez des gens, encore une fois, tous obèses, les personnes qui avaient plutôt moins de diversité bactérienne étaient plus insulino-résistantes, plus hyperinsulinémiques. Au Danemark, c'était particulièrement vrai chez les femmes. Et ce qui était intéressant, c'est que ces femmes avaient pris plus de poids au cours des 10 années passées que celles qui avaient un microbiote enrichi. Et nous avons retrouvé ces données qui sont actuellement en cours qui sont soumises à publication chez également des femmes françaises où celles qui avaient en fait plutôt ce phénotype qu'on pourrait dire atrophié étaient également plus insulino-résistantes. L'autre point, évidemment, sont venus des relations finalement entre le microbiote et le métabolisme, sont venus bien sûr des données des bactéries. Là, il y a un foisonnement de la littérature et je vais juste vous montrer 2 plaques. Le fait qu'on connaissait depuis longtemps des souris sans germes, que ces souris sans germes se suffisent à elles-mêmes et finalement sont plutôt plus minces et plus actives que des souris avec germes, et que ces souris sans germes, si on les met sous régime gras, elles résistent plutôt à la prise de poids. Ce premier élément, ce sont les travaux de Jeffrey Gordon qui a bien montré ça. L'autre élément, c'est ce qui a révolutionné le domaine, c'est celui du transfert de microbiote. Vous prenez un microbiote, des selles de souris obèses, vous les transférez en fait à des souris non obèses axéniques. Cela favorise la prise de poids et l'insulino-résistance. Alors, que se passe-t-il chez l'homme ? Donc, on sait bien maintenant, c'est ce qui a été bien déterminé ces dernières années, que l'obésité, c'est une maladie systémique, que c'est non seulement une expansion de la masse grasse avec des modifications extrêmement importantes en termes de phénotype du tissu adipeux, bien sûr augmentation de la taille, accumulation de cellules inflammatoires, dérégulation des sécrétions devenant ce tissu,
de ce tissu qui fait le lien avec les complications associées à l'obésité, puisque par ces molécules circulantes, cela va impacter sur la prise alimentaire, l'insulinorésistance, le métabolisme hépatique, vasculaire et le système immun. Donc la question qui se pose, c'est finalement, est-ce que le microbiote pourrait jouer un rôle dans ces relations entre finalement l'environnement, les voies alimentaires, mais également les changements environnementaux comme l'activité physique, les polluants ou d'autres facteurs, on n'appréhende pas tous ces facteurs environnementaux, et ces modifications en fait métaboliques. Et c'est là où finalement le bypass peut intervenir, puisqu'on se dit, voilà un modèle dans lequel extrêmement rapidement on a une amélioration du phénotype métabolique, également de dyslipidémie et du risque. Donc les questions qui peuvent se poser sont, au fond, quels sont les liens entre la flore intestinale et les phénotypes cliniques, les phénotypes tissulaires, et si relation il y a-t-il une relation, une influence totale ou partielle du changement alimentaire induite par la chirurgie. Donc on a là un système à plusieurs acteurs, le microbiote, l'immunité, le métabolisme, et puis bien sûr le régime, pour ne prendre que celui-là, puisque bien sûr il y a d'autres facteurs environnementaux. Alors, que sait-on ? Et je pourrais presque m'arrêter là, c'est que la chirurgie bariatrique a un effet absolument dramatique sur le microbiote et via des composants et des changements métaboliques. Mais cet effet, et ce changement, l'importance de ce changement, et les changements qu'on a vus tout à l'heure, métaboliques et inflammatoires, est-ce qu'il y a une relation de cause à effet ? En fait, on ne sait pas. La causalité n'est pas démontrée. Alors, effectivement, la chirurgie bariatrique a toutes les raisons de modifier en fait le microbiote, puisqu'en effet, ce que vous voyez sur cette diapositive, c'est que plus vous allez entre l'estomac et puis finalement le rectum, il y a un enrichissement progressif du nombre de bactéries, mais également de la complexité et de la diversité, finalement du haut vers le bas. Ce qui a été également réalisé, c'est bien évidemment ces changements, l'étude des changements au cours du bypass, et c'est ça que nous allons voir. Alors, avant de voir ça, première chose, c'est que là aussi, si vous regardez juste le bypass, et finalement vous allez retrouver ce que Blandine Valla-Ferrer, certains aspects qu'elle vous a montré tout à l'heure, c'est que finalement le bypass va faire quoi ? Va avoir un effet, d'une part, bien sûr, sur le cerveau, changement de la prise alimentaire. Les patients vous le disent très très bien, après la chirurgie, je modifie complètement mes goûts, la façon dont je m'alimente, même la façon dont je fais mes courses. Et ça, c'est très caractéristique. Et il y a vraiment une discussion entre les relations entre l'intestin et le cerveau. L'autre point, bien sûr, c'est cette petite poche qui va avoir des modifications. Le changement de la motilité intestinale, on l'a évoqué. La production de la bile qui est différente. On a parlé des incrétines. La déconjugation des acides biliaires, c'est un élément également important. Donc, et les changements de pH. Donc finalement, tout est là pour modifier le microbiote. Et en effet, c'est ce qu'on voit dans en particulier ce premier travail qui a été fait et publié dans PNAS il y a quelques temps. Alors là, c'était 3 personnes, avant-après chirurgie bariatrique, pas les mêmes sujets, et puis approche de séquençage, et en plus ces personnes étaient suivies à des temps différents. Mais ce qu'ils ont observé, vous l'avez ici en bleu, c'est qu'après chirurgie bariatrique, il y a un switch des groupes bactériens avec un enrichissement en un groupe qui s'appelle les gamma-protéobactéries, en fait, qui sont des entérobactéries. Et ça, c'est quelque chose qu'on va retrouver en fait à plusieurs reprises. Je vais juste sauter celle-là. Je vais vous montrer une étude qu'on a faite donc, chez nos cohortes de patients suivis à la Pitié-Salpêtrière. 30 sujets obèses, 7 sujets diabétiques, suivis avant l'intervention, 3 mois et 6 mois après l'intervention, avec une série de phénotypes cliniques et biologiques. Également l'étude en fait, des profils bactériens. Et puis, on a étudié des groupes spécifiques. Également, on a fait du séquençage. Alors, comme attendu, ce qui se passe, c'est que, vous voyez, la chirurgie bariatrique, 3 mois, 6 mois, donc réduction drastique des apports alimentaires. On a vu que c'était le cas très très tôt, bien plus tôt même que 3 mois après la chirurgie. Diminution de la leptine, bien sûr du poids, c'est attendu, de la glycémie et amélioration inflammatoire. Premier élément, c'est qu'en fait, après chirurgie bariatrique, je vous ai dit, il y a un switch de la flore intestinale et il y a également un enrichissement
de cette flore. Donc une augmentation de la richesse et de la diversité après chirurgie. On voit ça sur les traits, à la fois, là c'est groupé et les traits colorés. Donc vous voyez que les bleus et les verts après chirurgie, en fait, remontent. Et autre surprise, c'est que des bactéries initialement non présentes avant la chirurgie apparaissent. Et en particulier, on retrouve des espèces périodontales qui ne sont pas connues pour être présentes en abondance, en fait, dans l'intestin. Donc premier élément. Autre élément, c'est des changements spécifiques de certains groupes. Et on a observé différents profils. Vous voyez qu'ici, dans le groupe des Bacteroides, il y a une augmentation, un enrichissement de ces bactéries après chirurgie. Et que si, dans des analyses multivariées, on regarde les relations avec les changements biocliniques, on s'aperçoit qu'il y a des relations qui sont associées au changement du BMI, de la masse grasse et de la leptine. Vous voyez, c'est la même chose pour E. coli et les Bacteroides. Mais il y a une différence dans ces deux résultats, c'est que dans un cas, ici, ça ce sont les contrôles, on rejoint les contrôles après 6 mois, et vous voyez que dans un cas, la chirurgie semble avoir un effet en soi. Et que si on pose la question, est-ce que tout ça dépend des apports alimentaires ? En fait, on s'aperçoit que ça dépend des groupes bactériens. C'est-à-dire que dans le premier cas, c'était très dépendant des apports caloriques. Le deuxième cas, cette relation restait si on ajustait par les apports caloriques. Donc tout n'est pas expliqué par le changement calorique, et vous verrez que c'est vrai en fait à plus haut débit. Autre point, profil différent, qui sont cette question des bifidobactéries et des lactobacilles. Regardez, après chirurgie, il y a une diminution en fait, de ces groupes bactériens, très corrélée au changement de masse grasse, de leptine et d'insuline, également très dépendant des apports alimentaires. Autre exemple de profil, celui en fait, lié à l'inflammation. En fait, ce qu'on voit, c'est que cette bactérie particulière qui s'appelle F. pronizi est plus basse chez les sujets diabétiques ici, et vous voyez qu'il y a une amélioration après la chirurgie, et nous avons observé des relations négatives avec les facteurs inflammatoires qui s'améliorent après la chirurgie bariatrique. En fait, par des analyses plus haut débit, en fait, on retrouve ces relations, mais je voudrais juste apporter cette remarque, c'est vous voyez que ici c'est une analyse en composantes principales, le 6 mois et le 3 mois sont là, en réalité on a du mal à distinguer les 3 mois et 6 mois, alors même qu'après 6 mois, les patients continuent à s'améliorer. Donc la question qui se pose quand on voit ça, c'est est-ce que ce switch qui est observé va se maintenir sur le long terme ? Donc, ce qu'on peut dire, c'est que la flore intestinale s'améliore de façon extrêmement drastique après la chirurgie bariatrique, qu'il y a des relations avec des facteurs métaboliques, l'insulinorésistance, le changement de la masse grasse, qu'il y a également des relations avec des facteurs inflammatoires, et que certaines des relations, mais pas toutes, dépendent en fait des apports alimentaires. Et en fait, on a fait des études beaucoup plus larges et on a montré que, on est en train de montrer que 50% des relations que nous observons entre le switch bactérien et l'amélioration des phénotypes dépendent des apports alimentaires. Mais c'est 50%. Que reste-t-il en fait et comment expliquer les autres relations ? Alors on peut se poser l'effet modèle. Je vais terminer sur le problème de la causalité. Évidemment, comment peut-on expliquer, est-ce que finalement, comment peut-on expliquer cette relation potentielle entre changement bactérien et changement de phénotype ? Encore une fois, on n'a pas démontré la causalité. Donc ce qui est actuellement discuté, c'est celui des métabolites bactériens, et donc notamment des acides gras à chaîne courte, de certains composés métaboliques comme le TMAO ou l'ipurate, pour lequel il a été montré dans la littérature des relations avec les facteurs de risque cardiovasculaire. Et l'autre grande classe, c'est les composants bactériens. Et vous savez que les bactéries produisent du LPS, produisent également certaines structures lipidiques. On a parlé de l'effet incrétine. Si on accepte que ça, c'est en cause dans les relations avec les phénotypes, ça veut dire que quelque part, l'intestin ne joue plus son rôle complètement de perméabilité. Est-ce qu'il y a des changements de perméabilité intestinale ? Et c'est ce qui est beaucoup discuté, ça a été montré dans les modèles animaux. Il y a des modifications de changement de perméabilité intestinale induites associées au changement métabolique. La question qui se pose, est-ce que dans la chirurgie de l'obésité, il y a des modifications de la perméabilité intestinale qui pourraient être associées à ces modifications ? Pour ce qui est des relations entre les métaboliques, Blandine Laferrère vous a montré toute la question des acides aminés branchés, donc par ces approches métaboliques. Ce qui est réalisé actuellement sont les relations entre l'étude du métabolome et certains composés bactériens. Et ça a été fait, je ne vous citerai qu'une étude, cette étude de bypass chez le rat, où les auteurs ont comparé en fait, des rats opérés
à des rats opérés, mais sham operated, sans bypass. Et donc ce qui est retrouvé, c'est réellement cet enrichissement en certains composés bactériens. Et en fait, juste j'attire votre attention sur les barres rouges. Encore une fois, on retrouve l'augmentation de certaines protéobactéries après chirurgie chez les animaux opérés. Et ce que ces auteurs ont montré, c'est le fait que certains métabolites mesurés en fait après chirurgie bariatrique sont associés à certains composés bactériens. Donc en fait, la question, c'est quels sont vraiment les liens entre ces composés bactériens, ces métabolites. On sait qu'il existe des liens déjà. Encore une fois, la question, c'est celle de la causalité avec l'amélioration des phénotypes cliniques et métaboliques. Et je vais conclure là en vous disant que pour la recherche, on a parlé du bénéfice chez les patients qui est certain. Pour la recherche, la chirurgie bariatrique, c'est un modèle extraordinaire parce qu'en fait, vous suivez ces patients sur le long terme. Vous avez fait accès à beaucoup de changements cinétiques, à des modifications de profil. Et ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a des modifications de la chirurgie de l'obésité, mais on doit comprendre ces modifications. Et en particulier, il y a un besoin important probablement en développant des modèles animaux. Et ce qui est en train d'être réalisé, c'est des expériences de transplantation de la flore post-chirurgie chez des animaux sans flore, pour regarder les bénéfices observés. Qu'est-ce qu'on sait déjà? Ça se modifie. Ce qui est commun à toutes ces études, c'est ce groupe des entérobactéries qui se modifie. Tout n'est pas expliqué par le changement alimentaire. Encore une fois, beaucoup de travail à faire pour démontrer la causalité. Je vous remercie. Juste, je voulais vous montrer dans ces études qui sont faites en fait chez l'homme, ça implique des investigateurs cliniques, des chirurgiens, des gens qui traitent les données. Et j'insiste parce que quand on traite 3 millions de gènes bactériens, qu'on veut en faire des groupes, comment on appréhende la question de l'environnement, l'échelle de l'environnement, on ne la connaît pas. Comment on traite 3 millions de gènes bactériens associés à des phénotypes biocliniques qui sont également extrêmement diverses. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup Karine pour cette très enthousiaste présentation. Je crois que ça emporte l'adhésion facilement. Cette théorie est quand même très séduisante et je pense qu'elle va suggérer, elle va soulever certainement des questions dans l'assistance. S'il vous plaît. C'est évidemment un monde que nous ne connaissons pas, mais je me permets quand même de poser deux questions. Vous nous avez dit qu'après un traitement antibiotique, il y avait une régénération du biotope rapide à 1 mois environ. Est-ce qu'il en est de même après des chimiothérapies comme le fluorouracil par exemple, et d'autre part, parmi les antidiabétiques, la metformine qui donne souvent une diarrhée, est-ce que ça modifie le biotope? En fait, vous posez la question des traitements. Quand on parle de l'importance de l'environnement, bien évidemment, l'impact de façon déjà globale de ces traitements sur le microbiote, ça c'est un sujet, on ne sait pas. Ce que je voulais mentionner, effectivement, sur ces traitements antibiotiques, certes, on récupère la flore, mais il y a des très beaux papiers actuellement montrant qu'une antibiothérapie répétée, ça vient d'équipes américaines, antibiothérapie répétée dans l'enfance semble influencer à long terme le problème de la diversité bactérienne. Et donc, ça, c'est un sujet. Probablement, on restaure globalement les grands groupes. La question, c'est la restauration fonctionnelle. Il y a des gens qui pensent qu'il n'y a pas de restauration fonctionnelle complète. Pour répondre à votre question sur la chimio, je ne sais pas. Et ça fait partie des sujets. Probablement, il y a des modifications, ça n'a pas encore été étudié. Enfin, c'est plus que le problème de la chimio, c'est le problème des dialogues entre modification de la flore et immunité. Et ça, c'est un vrai sujet. Je vais vous poser une question probablement stupide. Est-ce que l'exercice physique conseillé fortement aux diabétiques a une action sur la flore intestinale? Alors, je pense qu'on va avoir, si vous voulez, la réponse est je ne sais pas et on est en train de regarder, mais par contre, vous me permettez de dire une chose, c'est que je vous ai présenté les choses selon l'angle environnement, flore, métabolisme. Et en fait, ce qui n'est pas exclu et ce qui est là également très discuté, c'est que finalement, votre métabolisme et votre génotype pourraient, en sens inverse, influencer le phénotype de la flore bactérienne. Et les discussions, elles sont dans les deux sens. Donc finalement, certes, il est possible que des changements d'activité puissent modifier la flore. On sait que l'activité physique améliore en fait les facteurs métaboliques. On peut très bien imaginer qu'aussi il y ait vraiment un dialogue en fait entre les deux. Vous posez une question? Merci. Est-ce que vous pensez qu'à terme, cette analyse
du microbiote intestinal pourrait vous permettre de sélectionner des groupes de patients pour lesquels vous choisiriez tel ou tel type de démarche thérapeutique, médicale, chirurgicale ou autre? Alors, oui, enfin, c'est un des objectifs en fait de ces approches. On est au tout début, vraiment au tout début. Ce que j'essaie de vous montrer, c'est aussi qu'il y a des enjeux de traitement de données. Mais la question que vous posez, enfin, moi je la rapporterai au problème de la diversité, parce que la question qui se pose, c'est finalement, est-ce que des gens qui ont eu un appauvrissement en flore, est-ce que ça signifie réellement quelque chose? Et est-ce que cela pourrait être plus ciblé particulièrement pour certaines approches? Donc oui, enfin, c'est un des éléments qui peuvent aller vers ce problème de médecine personnalisée. Oui, absolument. Très bien. Une dernière question. Pardon, excusez-moi. Oh, pardon. Bon, c'est une question tout à fait de l'actualité commerciale. L'industrie agroalimentaire s'est emparée de cette question avec les alicaments, avec les aliments enrichis en certaines flores. C'est un gros débat en termes de commercialisation. Qu'est-ce qu'il faut en penser? Est-ce que ces flores apportées par la voie alimentaire ont une influence sur le microbiote? Alors, elles ont une influence. C'est-à-dire qu'il y a des études, il y en a encore peu, mais il va y en avoir d'autres. Et on commence à voir des modifications effectivement par ces probiotiques ou prébiotiques de la flore. La vraie question, c'est l'impact, et ça on ne sait pas, c'est l'effet santé, c'est vraiment l'impact sur les phénotypes métaboliques et la durée. C'est-à-dire que la question, c'est qu'effectivement, vous changez vos alimentations, vous consommez 5 fois plus de yaourt que ce que vous consommez habituellement, vous allez changer votre flore. La question, c'est réellement l'impact sur la santé et le long terme. Et ça, c'est absolument non résolu. Question très rapide sur l'appauvrissement du microbiome qui n'est pas bon. Est-ce que ce n'est pas corrélé au régime alimentaire très pauvre? Oui. Certaines personnes ont très peu de diversité dans leur alimentation et sont absolument. très monotomiques. Est-ce que ce n'est pas en relation avec ça? Alors, dans l'étude Microbes qu'on avait faite chez 50 personnes, en fait, globalement, les sujets se divisaient en 3 groupes égaux. Et ce qui était intéressant, c'est que les femmes qui étaient il y avait un groupe de femmes plus âgées qui avaient finalement une alimentation assez correcte, riche en fibres, en fruits et légumes, etc. Et un groupe de personnes plus jeunes qui consommaient très peu de fruits et légumes, de fibres et en réalité beaucoup de sucre. Et c'était ceux-là qui avaient un appauvrissement de la flore, bien qu'ils étaient plus jeunes. Donc effectivement, probablement, il y a une relation entre la diversité alimentaire et la diversité de la flore. Mais encore une fois, on est au tout début de cette histoire. Très bien, merci encore.